Ça aussi, j'ai créé un forum. On est quelques personnes pour l'instant et ça permet d'avoir un peu l'avis de tout le monde sur les tracks. Et puis en plus, il y a plusieurs nationalités. Il y a des Français, des Américains, des Allemands aussi. J'ai vraiment voulu arrêter de bosser pour les autres et perdre tout mon temps pour tout le monde. J'utilise des samples, même un petit peu d'IA, et surtout je crée des samples. Salut Eddy, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Inside the Electronic Music with Arthur. Salut tout le monde, j'espère que cet épisode vous plaira. Est-ce que tu peux te présenter un peu, Eddy, avant de commencer? Alors moi je m'appelle Eddie Veneto, je suis producteur de musique depuis très longtemps en fait. J'ai commencé à composer, j'avais 8 ans. Ah, Enfin composer. J'ai commencé la musique à 8 ans, j'ai vraiment commencé à composer sur un ordinateur. Je vais avoir 12 ans sur un ordinateur qu'on avait récupéré dans une poubelle. Et c'était de la programmation à l'époque en basique. Et ensuite j'ai trouvé un Cubase en version de démonstration. Et j'ai commencé vraiment à composer là-dessus. Et sur Fast Tracker, je sais pas si tu vois un petit peu Abstract, il utilise en ce moment un logiciel qui ressemble un peu à un tracker. Et en fait, c'est un logiciel dans lequel tu vas composer verticalement et pas horizontalement. Et voilà, et tout a commencé comme ça, avec des samples à droite à gauche que je fabriquais à partir de cassettes, des trucs comme ça, quoi. Et moi, je suis né à Ruffec en Charente et j'ai 46 ans. Ouais. Pour en finir avec ça, je crois que je me suis un peu planté sur la manière de me présenter, mais c'est pas grave. Non, non, c'est top. Je connais un peu cette manière de composer verticalement là. Tu Ouais, connais un peu Polyend ou pas? Je sais pas si tu connais le Polyend Tracker. Poly and Tracker, oui, je connais, ouais. Bah c'est ça, c'est un peu le principe, Ouais, je crois. Où tu vas composer c'est le même principe. des 1, des 2, mais avec des petites notes. En fait, le timing est comme ça, et tu vas placer en fait tes notes au fur et à mesure avec un C1, C2, C3 pour les octaves et ainsi de suite. Ok. Ouais, c'est cool. Ouais. Bah moi j'ai commencé la musique un peu de la même manière que toi. C'est marrant. J'ai commencé le trombone à 6 ans. Commencé Ouais. par quel instru? Bon, j'ai commencé par tout ce qui est électronique, c'est-à-dire j'avais une poche poubelle avec des vieux lecteurs cassettes à l'intérieur et je l'ai bricolé en fait. J'avais aussi un petit piano, puis après surtout l'ordinateur, le premier ordinateur que j'ai vu. Le jeu, je vérifie encore des petites positions encore pour l'instant. J'ai commencé avec un ordinateur Amstrad CPC 464 à cassette, et le fameux ordinateur qu'on avait Ok. récupéré dans une poubelle et que mon père avait donné, Ouais. que mon père avait récupéré dans une poubelle. Et ensuite, ça a été un PC Amstrad 86. Et c'est là où j'ai commencé avec les trackers. Ok, bah c'est cool. C'est comme ça. En C'est fait, marrant. j'ai commencé directement dans le mode de la musique électronique, en fait, hein. Ok. J'avais 8 ans, 10 ans. T'es le premier invité du podcast qui m'explique qu'il a commencé la musique électronique aussitôt à 12 ans. La plupart, ils ont Ouais. commencé plutôt autour des 25. Le truc, c'est que j'avais des oncles qui écoutaient déjà les premières musiques électroniques en 85. Le frère de ma mère et mon cousin germain. Et bon, je considère un peu comme un oncle, parce qu'il était beaucoup plus vieux que moi. Et c'était des fans de techno, et techno belge, techno anglaise. Mon oncle, c'était plus côté américain, et l'autre, c'était plutôt du côté Europe. C'était plus dur du côté Europe. Ouais. Et puis voilà, j'ai commencé très très tôt, quoi. J'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, j'avais déjà les cassettes à la maison. J'écoutais ça dès que Ouais. je pouvais. Ah, c'est fou, quoi. Grande passion. Ouais. T'as commencé par écouter Jeff Miles, Laurent Garnier. T'étais un peu de cette génération-là, non? Ah oui, oui, même avant, hein, encore, hein, c'était vraiment. Ouais, on va dire, si tu veux, préférence, Laurent Garnier, il était gamin quand il a commencé. Il était gamin, il devait avoir les 20 berges à peu près. Il devait vraiment commencer à ce moment-là. La musique électronique dans les clubs, encore, je crois que c'était même encore avant, en fait. 5 ans, c'était 85, il a pas commencé en 85, Laurent Garnier. Il a dû commencer en Non. 95, Vous plutôt. avez, ouais, Il a vous commencé en avez à peu 95, près. je pense. 10-15 ans de différence, un peu plus, 15 ans de différence, je pense. Ouais, Laurent Garnier, il a commencé dans les années 80, à peu près autour des années 95. Il a commencé à Ouais, Manchester. ah Ok, ouais. bah c'est cool. Et du coup, ouais, t'as travaillé avec beaucoup d'artistes, j'imagine, depuis tout ce temps. J'ai été ghost producteur, c'est pas du tout une phase que j'apprécie au premier degré, puisque j'ai arrêté ça il y a 2 ans. J'ai vraiment voulu arrêter de bosser pour les autres et perdre tout mon temps pour tout le monde. Revenir un petit peu sur quelque chose que j'aime, quoi. J'en avais un petit peu marre de bosser
pour de la production qui me plaisait plus vraiment. Certes, on est payé, il n'y a pas vraiment de droit d'auteur. Enfin, ça dépend, les contrats. Moi, je travaillais surtout avec des Chinois et des Américains. Et en fait, ils t'achètent le projet, et puis après, bah, salut. Donc voilà, j'ai fait ça pendant des années. Alors avant, j'ai travaillé avec des gens un petit peu connus, tu vois, même bien connus, dans les années 2000. Je travaillais en studio à Bakelit Ouais. à l'époque. Cette époque-là, c'est là où on m'a présenté à un gars qui s'appelle François Quillet. Et après, on m'a présenté Tim Kobza, Dom Famulero, qui est des gens qui travaillent avec des artistes aux États-Unis. J'ai eu la chance de travailler sur des projets. C'est de la chance. Je sais même pas si c'est de la chance, mais j'ai en tout cas travaillé sur des projets pour des gens assez connus là-bas, même voire très connus maintenant. Et surtout, j'ai fait 4 ans aussi avec Neil Conti, le batteur de David Bowie. Les trucs qui m'ont apporté, mais sans rien m'apporter, parce que je dis toujours, il y a ceux qui vont te sucer, puis il y a ceux qui vont t'engraisser. Il y a ceux qui vont t'éponger au maximum, et puis il y a ceux qui vont croire en toi et te pousser. Ils croient tous les deux en toi, sauf qu'il y en a un qui investit sur toi, et puis l'autre qui essaye de t'essorer au maximum. Ouais, voilà, il y a toujours deux mondes en fait, hein. Sauf que celui qui croit en toi et qui va investir sur toi, il est très très rare. Je pense pas avoir eu la chance de croiser ces personnes-là. Ouais, Et, ouais, c'est un peu ça, mais vas-y, je te. du coup, ça t'a donné un peu envie de te lancer en solo et de bosser pour toi. Et du coup, t'as lancé ton projet solo. Moi, je me voyais comme un artiste solo à la base, et en fait, on m'a donné l'opportunité de gagner de l'argent en travaillant pour les autres. Donc du coup, je me suis dit, ok, ça va faire un peu d'argent, pas de souci, nickel. Et au bout du compte, je me suis un peu perdu dans les projets des autres, quoi. Ok. Mais j'ai eu quand même la chance de fonctionner correctement avec quelques pseudos. Voilà, j'ai eu ma petite célébrité un petit peu en Angleterre, en Espagne, en Russie. Là, ça a fonctionné. J'avais mes dates régulières. J'ai même habité en Espagne tellement je me disais, tu vois, ce pays est fascinant, quoi. Du coup, j'ai fait pas mal d'années, même de dates là, dans un certain milieu, le milieu du breakbeat, du new school break en fait, en particulier. Il y a des morceaux qui sont devenus un petit peu des grands classiques, quoi, dans ce truc-là. Mais Ouais. après ça, c'est pas quelque chose que j'ai suivi passer les années 2010. J'ai laissé un petit peu courir le truc, et puis je suis passé à la production uniquement d'artistes. Et c'est là où vraiment, j'ai presque coupé le cordon avec ce passé-là. Mais, Ouais. je me suis aussi coupé le cordon à moi-même. C'est là où j'ai mis un stop à moi-même, quoi. Je me suis perdu. Ça arrive, c'est pas grave. Ok. Donc, t'as arrêté ta carrière de ghost producer en 2010. Alors non, là j'ai arrêté ma carrière, en 2010 j'ai arrêté ma carrière de DJ producteur indépendant. Voilà. Mais je D'accord. proposais quand même pour des artistes. Déjà à la base j'étais arrangeur, j'étais compositeur pour d'autres gars, quoi. Après simplement en 2010 j'ai ouvert mon label, j'ai essayé de signer quelques artistes, et, ça n'a pas vraiment fonctionné parce qu'il faut. Dans le marketing, il fallait beaucoup d'argent. J'en avais pas spécialement. Même avec les gens avec qui j'ai travaillé, ne m'ont jamais rapporté autant que ce qu'il aurait fallu. Peut-être aussi j'étais seul, donc je me débrouillais pas très très bien. Je dis toujours en fait, être un bon compositeur, ça fait pas tout. Il faut quand même avoir un très bon réseau, être très bien conseillé et avoir des finances qui tombent. Sinon tu peux rien développer, quoi, sans argent, quoi. Et sans les bons contacts. Ouais. Pareil. C'est sûr, moi je vois un peu de quoi tu parles parce que j'ai une orga de booking et du coup je me suis dit je vais développer l'orga de booking avant de faire le label et, Ouais. euh, et du coup bah, je suis un peu dans la même vibe que ce que tu dis parce que on a plusieurs artistes sur notre orga de booking. Si ça intéresse les gens qui écoutent le podcast, vous pouvez m'envoyer des DM, je vous dirai quels artistes sont sur mon orga et si vous voulez la rejoindre, pourquoi pas. Si vous êtes un artiste de techno ou une musique électronique en règle générale, n'hésitez pas à venir en DM. Et toi, c'est plus pour quel type de style que t'étais ghost producer? Ah, moi, je touchais en chinois qui me demandait. Attends une petite seconde. J'avais des clients chinois qui me demandaient du métal avec du dubstep. Je faisais ça. Je leur demandais, j'ai combien de temps? Ils me disaient, t'as 2 semaines. C'est bon, j'envoyais la commande. C'était pas plus compliqué que ça, tu Ouais, vois. On pouvait me demander de la house avec des chants natifs de Chine, ou alors un Américain qui va me demander, tiens, je voudrais un truc un peu pop, country. Vraiment de tous les styles. J'ai même fait de l'orchestration symphonique pour des jeux vidéo en crypto. En gros, passe ta commande. ok, Passe ta commande, je suis là ouais, et je te compose ton truc. Et voilà, quoi. C'est vraiment dans tous les styles, quoi. Mais c'est vrai que ma grande ok, spécialité, ça reste quand même l'univers de la musique électronique de manière générale. ouais. Du coup, tu sortais à peu près 2, 3 tracks par semaine? Non, par 2 semaines ou par mois? Par deux, Comment tu disais, tu recevais des trucs? je recevais des Ouais, commandes.
t'as quelques mois devant toi, on va dire, comment dire, pour te sentir tranquille, donc tu peux bosser un petit peu sereinement. Bah, des fois, c'était au Mm. dernier moment. Enfin, c'était très varié. J'ai vraiment tout eu. Des fois, c'était des arrangements de morceaux parce que le mec avait fait son morceau et il voulait simplement le faire sonner professionnel. Donc à ce moment-là, j'ajoutais ma patte et puis j'en faisais quelque chose qui sonnait super bien. Mais souvent, ce qui m'a Ouais. déçu un petit peu là-dedans, c'est que souvent c'est des gars qui ont pas forcément un grand talent, tu vois. Mais d'un autre côté, tu vois des compositeurs, enfin des artistes connus, ils débutent dans un studio, ils vont prendre 3 ou 4 gars comme moi, on va se mettre chacun derrière un ordinateur et puis on va composer les meilleures idées pour lui. On a 3 4 semaines, ou alors on va prendre guitariste, trompettiste, bassiste. Et puis, comment dire, et puis bah tu vas dire, tiens, tu vas dire à ton trompettiste, j'entendrais bien un truc, il fait ta 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 ta. Puis alors, comme lui, il est trompettiste, il te sort un truc méchant. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on va certainement faire bientôt avec l'IA. Tu commanderas une trompette, deux trompettes. Jusqu'à présent, tu la prenais en sample, ou alors tu faisais appel à un saxophoniste trompettiste, alors qu'à dans ces périodes-là, en tout cas, où je travaillais en studio, tu demandais à un trompettiste de te jouer le meilleur truc possible, quoi, en fa mineur, pendant 2 mesures. Bon, ça c'était cool. Là, on t'apprend plein de choses musicalement. T'es capable de composer absolument tout et mais bon, c'est jamais Ouais. toi au final. Il y a peut-être un petit peu d'ego. Tu vois un artiste avoir un Music Award avec ton propre titre, c'est boule, quoi. Mais bon, personne ne le saura jamais, quoi. Tu vois, c'est tout pour ça, quoi. J'avais entendu une anecdote de DJ Snake qui avait dit ça une fois, avant de sortir Linon, là, il avait été un peu frustré justement par sa carrière de ghost producer avec Lady Oui. Gaga, Rihanna. Ouais, ouais. Il avait eu C'est c'est pas le même de célébrité, mais en fait, DJ Snake, il a commencé sa carrière aussi à cause d'une frustration de ghost producer, mais bon. Après, c'est un bon moyen de commencer, moi, je pense, parce que ça permet de se faire la main, à sortir des tracks ou sortir des projets de manière régulière que j'apprécie de réussir à se mettre une routine de productivité pour sortir des tracks régulièrement. Mmh. Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui nous écoutent en termes de Alors, productivité? en termes de productivité, moi, je trouve qu'il y a le meilleur conseil, en fait, actuellement, c'est plutôt le choix de l'outil. Le choix de l'outil va déterminer ta manière de composer. J'avais commencé avec Cubase et ensuite je suis passé sur Logic Audio à 14 ans. Parce que mon frère l'avait acheté, il était militaire. Il m'avait acheté le logiciel. Logic Audio, la première version. Et en fait, j'ai bossé jusqu'à récemment, très régulièrement avec. Et je connaissais aussi Ableton Live depuis 25 ans. C'est un peu des grandes distances, mais c'est le cas. J'ai toujours couplé les deux. Et récemment, j'ai décidé qu'il y aurait que Ableton Live. Il y a 5 6 ans, je me suis dit, ok, c'est bon, je passe uniquement sur Ableton Live. Et le grand avantage de Ableton Live, petite seconde, le grand avantage de Ableton Live, c'est de pouvoir créer des suites d'instruments. Par exemple, tu vas caler un compresseur avec un shaper, avec un volume derrière. Tu vas le compacter en un seul dossier, en quelque sorte un groupe d'instruments. Et tout ça, tu vas le sauvegarder, ce qui fait qu'en fait, tu vas créer tes propres instruments qui te font gagner beaucoup de temps. Donc, quand tu travailles en studio, tu as des racks, donc un peu comme ça, là. Tu as des racks comme ça, un peu. Ouais. Et bah, tu vas voir, par exemple, tu vas dans tel ou tel studio parce que le mec, il est très bon dans les batteries et les basses, par exemple, ou il est très bon dans les enregistrements des voix. Et en fait, souvent, ça, c'est déterminé par les instruments qu'ils ont choisis, tant les micros, les compresseurs, machin, et ainsi de suite. Et donc, ils vont avoir leur rack à côté d'eux, et tu vas là-bas, et tu sais qu'à peu près, ils sonnent comme ça, eux, parce qu'ils aiment faire sonner ça comme ça, c'est leur touche, machin. Et Ableton Live te permet de faire ça, justement. Et c'est ça qui est vraiment incroyable, c'est que avec Ableton Live, tu vas créer tes racks d'instruments. Par exemple, je sais que si je veux enregistrer ma voix, j'ai mon preset avec toute la suite d'instruments qui correspond à ma voix. Alors, ma voix n'est pas terrible, mais par contre, ça permet d'avoir une super coloration d'entrée, quoi. Ma chérie, quand elle arrive au micro à Ouais. côté, j'ai son rack, il est prêt. J'ai pas besoin de refaire des réglages. J'allume mon préampli, je branche le micro, elle se pose et on enregistre. Et ça va très vite comme ça. Et ça, c'est un énorme avantage dans Ableton Live, c'est qu'on peut vraiment très vite se poser et composer directement, préparer ses instruments, quoi. C'est un game. Ouais, c'est ce que j'explique aussi moi dans toute ma création de contenu et puis à mes
coacher parce que j'ai un programme de coaching. Mais moi, j'utilise FL Studio, mais c'est vraiment bien aussi d'utiliser plein de presets et de shortcuts pour composer. Par exemple, sur FL Studio, moi, j'utilise pas de share, mais ça fonctionne à peu près de la même manière que Mhm. les racks d'Ableton, comme on peut dire. Euh, c'est vrai que c'est bien, t'as- ça te tue pas dans ta créativité. En Ouais, fait, la technique, c'est un obstacle à la créativité. Ça tue, en fait, la la créativité. créativité. En fait, le temps de tout configurer, bah, en fait, t'as déjà oublié ce que tu voulais créer et ce que tu avais en tête. Moi, Souvent, studio, c'était ça. Souvent, studio, c'était ça. C'est-à-dire que le temps d'installer les micros. Si tu prends une guitare, tu vas prendre quel micro? Bien choisir tes micros. Ensuite, allumer les racks, mais lesquels? Pour choisir quel préampli. Ensuite, tu vas arriver au patch et tu vas patcher quoi sur quoi. Les entrées. Tiens, aujourd'hui, ça ouais. marche pas, alors que d'habitude, ça marche. Ensuite, tu passes par la console. Et ainsi de suite. Et c'était très, très long. Et c'est pour ça que, en fait, un ingénieur, il se concentre sur faire de l'ingénierie. Tu arrives et tu te concentres uniquement sur ça. Production, tu as une vision, tu l'amènes sur cette vision. Le compositeur ou l'harmoniciste, alors pas l'harmonica, mais l'harmoniciste, le mec qui va placer, réinventer tes accords, t'arrives avec une base d'accords. Lui, son truc, c'est de faire des accords, et c'est sa spécialité. Et c'est pour ça que ces métiers-là existent à la base. C'est pour C'est éviter de sûr perdre cette que le musicalité métier à force de faire trop de technique. C'est sûr que le métier de producteur, musicien ou autre, il y a une partie technique sur la partie ingénieur que le musicien il n'a pas à gérer. Des fois, c'est un peu plus dur à faire qu'à dire. Quand t'es vraiment libéré de la partie technique en tant que musicien ou producteur, ça aide vraiment la créativité, que ça soit en physique, en studio ou en home studio dans un ordi. Tu utilises des samples aussi, toi, dans ton... Alors, j'utilise des samples, même un petit peu d'IA, et surtout, je crée des samples. J'en ai créé Ouais. pendant 18 ans chez Producer Loop, qui justement ont été rachetés, tu parlais tout à l'heure Fruity Loops, qui ont été rachetés par Fruity Loops, justement, Line 6, ImageLine. Et donc, moi, je m'occupais justement chez Producer Loop de toute la partie quali, la partie utilisation, et ainsi de suite. Masteriser les samples, les remettre au niveau, couper les clics, en sorte qu'ils soient bien bouclés et exploitables. Mettre une note, par exemple, un, un fa mineur ou quelque chose comme ça, tu vois, réorganiser les dossiers afin qu'ils soient exploitables. Et donc ça, c'est ce que j'ai fait et ce que je continue de faire, parce qu'on a encore un petit peu, hein, malgré l'IA qui vient nous détruire un petit peu, qui a déjà pris 30% du marché. Je continue de faire ça encore, et puis on verra où est-ce que ça nous mène. Je pense pas que ça va nous mener nécessairement très très loin, puisque de toute façon le marché avance. Mais oui, je fais ça chez Producer Loop. Pour ce qui est des samples, forcément, j'utilise les samples aussi de chez Producer Loop, puisque je l'ai créé. Et en plus, je peux récupérer ceux de mes collègues. Après, j'ai quand même un splice de planqué dans mon setup. Splice dans lequel je vais aller chercher... Bon, c'est vrai que j'ai eu une période où je me suis ravitaillé en samples. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'utilise plus beaucoup de samples non plus. J'ai quand même une grosse quantité de samples déjà. Dans mes disques durs, ils sont pleins depuis 18 ans de Producer Loop, de sampler pack, tu vois. Ça fait beaucoup de samples Ouais. déjà, quoi. Il y a largement de quoi faire 20 ans à venir. Mais par contre, j'utiliserai pas des boucles de musique. Même si avec Jan, c'est un peu nous qui avons inventé le concept il y a pratiquement 20 ans. À l'époque, les sampler packs, c'était tu prends les sampler packs d'Akai par exemple, et tu avais des samples. C'était des basses, des batteries, des machins. Et quand je suis arrivé chez Producer Loop, c'est en 90, en 2006, en 2007, et bien en fait, je leur ai proposé un concept. Je faisais des sampler packs. Et après, je leur ai dit, tiens, si on faisait des kits de musique. Mm. Et aujourd'hui, il y a énormément de sampler packs qui sont faits entièrement comme ça, quoi. Il y a eu à un moment donné, ça a été plus de 50%, quoi. J'avais jamais vu ça, mais moi je trouvais le concept intéressant parce qu'en fait notre démo elle était clean, elle sonnait produite, quoi. Et les mecs allaient acheter ça. Et en fait tout le monde s'y est mis derrière. Et bah tant mieux. Voilà. C'était mon petit heure de gloire que personne ne connaîtra jamais. J'ai inventé les pick and T'as lancé, mix, tu prends et tu mets, quoi. ouais, t'as lancé Ça la n'existait vibe pas. des kits de samples. Des- Les kits de samples, c'est un peu ce que propose Akai avec leur MPC et puis toute leur partie software. On a les MPC, c'est la partie hardware. Ils ont une partie software aussi avec les samples. Et ce Ouais. qu'ils proposent, c'est des kits. Je ne me trompe pas. T'as la basse. En fait, t'as la mélodie de la basse qui va avec la mélodie du synthé, plus la batterie qui va avec, plus tout ça. C'est ça? Ouais. Bah ouais.
aussi des un kits truc de en tout cas à la samples. base. Ouais, parce que on était les trois plus gros distributeurs de sampler pack au monde. Je sais même pas si on n'est pas toujours. Ouais, Bon, je suis pas tout ça. Ouais, quand j'ai proposé ça à l'époque, on était extrêmement. Je sais même pas si à l'époque on n'était pas les deuxièmes. Il y avait Loopmaster, il y avait Big Fish Audio, puis il y avait nous, quoi. Donc ouais. c'était toujours Moi, c'était j'aime toujours un bien les très très packs gros de. site. Hmm. J'aime bien les packs de samples faits, mais ce que je reproche un peu à ça, c'est la qualité. Il y a très peu de packs de samples à prix relativement abordable avec en 32 bits. Moi, je préfère utiliser des samples en 32 bits et puis des samples de boîte à rythme. Par exemple, je sais Pourquoi pas tu veux utiliser si du compte débit? C'est ça la question. parce que je préfère les mettre dans des VST. En fait, mes samples, je les utilise pas tels quels dans mon projet. Je les mets dans un plugin. Je me suis fait mes propres plugins aussi. Comme ça, je peux les personnaliser et tout. Je me suis fait un plugin avec plusieurs tranches. J'ai 5 tranches et en fait, chaque tranche, je peux charger un sample. Sur chaque page du plugin, je peux modifier la HDSR, la LFO, mettre des effets sur chaque sample. Et en fait, avec un pack de 500 samples, j'ai des possibilités créatives illimitées, tu vois. Je peux aussi me créer mes presets de. Ouais, mais je peux faire. Après, t'as raison, hein, la qualité numérique actuelle, elle est vraiment bien en 24 bits. Mais bon, je sais pas, je me suis fait un kiff. Je me suis dit, vas-y, 32 bits, c'est bien. Y a personne. Ouais, ouais, t'as pas tort. J'ai un pote qui m'avait dit ça. Il m'a dit, oui, si tu peux le faire en 32 bits, c'est pas mal. Et il est dans l'audio depuis à peu près 20 ans, un peu comme toi. Du coup, je me suis dit, je vais lui faire confiance. 32 bits, comme ça, si je veux faire du layering ou plein de choses, peut-être que ça servira un jour. Et après, du coup, je me suis fait un kiff. Je me suis fait un petit plugin en bonus. Comme ça, je peux les layerer. Il est pas mal. Si vous aimez, si ça vous intéresse, il est dispo sur mon site si vous voulez ce plugin-là avec le pack de samples. C'est un pack de 500 samples. Je l'ai mis à 50 €. Après, Eddie, peut-être je te ferai une réduc si tu le veux, vu que t'es venu sur le podcast. On verra. Je sais pas si ça t'intéresse, des samples de Drumlog en analogique. J'ai regardé, il y en a pas. En fait. Je voulais, je voulais en avoir. J'ai regardé sur Internet et tout, et j'ai pas trouvé de sample de Drumlog. Je sais pas si t'en as déjà trouvé, toi, des samples de boîte à rythme. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, mais j'ai un bon studio. J'ai un bon studio à la maison. Je peux enregistrer des boîtes à rythme. Je préfère les packs. La qualité sonore des Korg, j'aime bien, tu vois, les boîtes à rythme analogiques Korg, c'est de la bonne qualité. Mais bon, après, j'utilise pas énormément de packs de. Moi, j'ai connu quand j'ai commencé, j'utilisais beaucoup de samples, mais en fait, je passais beaucoup plus de temps à choisir des samples que vraiment à produire et à sortir des tracks. Du coup, je me suis dit, je vais passer plus sur un workflow minimaliste et efficient pour pas non plus cramer tout mon jus de cerveau à choisir des samples, quoi, quand je commence à produire. Bah oui. Moi, l'IA, je le vois un peu comment. Bah ouais. L'IA, je pense qu'il faut voir ça comme un outil, pas comme un, 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 un collègue de composition. C'est comme les samples, c'est des outils, presets, les plugins, c'est des outils. Bah, l'IA, c'est un peu la même chose, tu vois. Faut pas déléguer la track entière à l'IA. Il faut déléguer des idées de production, des choses comme ça. Je voyais des choses aussi sur Insta, là, des créateurs de contenu qui disaient, qui donnaient leur avis sur qu'est-ce qu'ils pensent de composer les lyriques pour des groupes avec l'IA. En fait, l'IA, elle se base sur ce qui existe déjà. Elle va te ressortir des choses qui existent déjà, mais en moins bien. Et au final, ben, on connaîtra pas du tout ta patte artistique et au final, ça fera quelque chose de médiocre. Ouais. On verra si le podcast prend encore. Si cet épisode, on verra. Si jamais le podcast prend de l'ampleur et que ça finit par se savoir, on aura peut-être un peu plus d'impact judiciairement. Tu peux me recontacter et on pourra leur créer des, des procédures judiciaires. Ouais, tout le monde est un peu dans cette idée-là. Tout le monde pompe sans vraiment pomper. Et puis ils savent qu'ils ont très peu de chances d'être inquiétés. Ils pompent pas, mais bon, c'est un peu une manque d'éthique. Tu parles de collaboration. C'est vrai que moi j'étais un peu surpris parce que du coup j'ai fait un peu de promo pour mon pack de samples là, et il y a un Américain qui l'a téléchargé. Et il était vraiment surpris de notre mentalité en Europe de prendre soin des clients. Et parce qu'en fait, lui, il s'attendait à télécharger le pack et puis avoir de news du tout.
En fait, il a été surpris quand je lui ai demandé des feedbacks, est-ce qu'il aimait bien, qu'est-ce qu'il pense, le plugin il peut être mieux que ce qu'il a vraiment été. En fait, il était vraiment hyper enfin, il était surpris que je vienne vers lui pour lui demander ça, quoi, parce que lui, il achète beaucoup de packs de samples et il a pas du tout l'habitude que le fondeur vienne vers lui pour lui demander des détails. Mais je pense que ça finit toujours par payer ce genre d'attitude parce que là, il va certainement venir sur le podcast dans les mois à venir. Si vous suivez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous le verrez. C'est un Américain qui a fait une école de son vraiment réputée aux États-Unis. N'hésitez pas à vous abonner. Je crois que c'est la Berkeley, mais ou quelque chose de voilà. C'est marrant parce que du coup, il en a croisé beaucoup des producteurs parce que dans les grandes écoles aux États-Unis, tu vois, il y a pas mal de gens qui font du son. Il était surpris parce que lui, c'est pas du tout le type de comportement qu'il est habitué à avoir. Ça me paraît normal, tu vois, les gens, même s'ils payent que 10 euros, j'ai envie d'avoir leur avis. Ça reste des clients, tu vois. Ça aussi, j'ai créé un forum. On est quelques personnes pour l'instant et ça permet d'avoir un peu l'avis de tout le monde sur les tracks, les gens qui composent des tracks à droite, à gauche. Et puis en plus, il y a plusieurs nationalités. Il y a des Français, des Américains, plusieurs nationalités, des Allemands aussi. C'est vrai que ça se fait de plus en plus, les forums. Mais bon, c'est sûr que moi, j'aime bien avoir des feedbacks d'autres pays parce que c'est un état d'esprit différent. Ils voient la musique un peu différemment et mine de rien, la musique, c'est quand même un mélange de cultures, donc c'est important d'avoir plusieurs cultures mélangées pour avoir un feedback constructif, à mon avis. Ouais. Bon, bah, c'est cool, j'ai apprécié ce podcast, Eddy. T'as quelque chose à ajouter pour tes futures actus? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? T'as des dates? T'as prévu de sortir des autres packs de samples? Non, alors, Sampler Pack actuellement, on est un petit peu en stand-by, on voit un petit peu comment ça va se diriger, tout ça, là, avec l'IA, tout ça. Et donc, du coup, ImageLine, boîte mère de Fruity Loops, on voit un petit peu comment on va opérer pour les années à venir. Et ensuite, au niveau production, bah là, je bosse sur de la production personnelle désormais, uniquement quasiment personnelle, sauf s'il y a vraiment une bonne demande. Éventuellement, j'accepterai, mais il faut vraiment que ce soit très très intéressant. Je bosse sur des morceaux un petit peu house, tech house hybride, dubstep. Là, j'ai une commande pour un label drum and bass. M'amuse, je fais du breakbeat, beaucoup de breakbeat. Si pour les labels espagnols et anglais. Donc ouais, il va y avoir beaucoup de choses. J'ai un album qui sort normalement en fin d'année. Si je traîne pas trop, il me reste encore 4 morceaux à finir et ils sont quasiment faits. Mais bon, Ok, faut que je les fasse. Parce que j'attends un bébé dans 4 mois. La ok, vie va changer aussi. félicitations. Ouais, ça va être une nouvelle aventure. Oui, il y a des trucs réguliers à alimenter mon Spotify et mon Instagram. Alors, mon Instagram, j'ai de la chance, ça monte tous les jours. Tous les jours, ça monte bien, quasiment entre 30 et parfois jusqu'à 70 nouveaux followers par jour. Ça, c'est cool. Sans financer rien, voilà, purement de base. Ok. Et j'ai pas de l'argent à foutre là-dedans, tu vois. Et par contre, mon Spotify Bah, booste encore un petit peu, mais je suis en train de voir comment je peux opérer ça. Donc, on va voir ça, ouais. ouais, Écoutez, faut y être attentif. ok. Il y a techno mélodique, bass house, dubstep, drum and bass et plein de choses qui arrivent. Et Bah, j'espère j'en live. ai, ouais. J'en ai pas trop encore parlé. Peut-être on pourra en parler sur mon forum. J'ai une web radio aussi et du coup peut-être qu'on fera passer des tracks de ton album sur ma web radio. Ouais, si tu veux. Là, elle est en Mix, commencement. mix ou track, hein, y a pas de... Il y a des surprises aussi à venir. Ceux qui écoutent le podcast, on va faire un live le 18 mai avec un producteur qui est en Russie. Du coup, on parlera en anglais. Si vous parlez anglais, n'hésitez pas à venir. Puis, j'annoncerai une surprise à la fin de ce podcast en live. Et puis, merci encore, Eddy, pour ton intervention sur mon podcast. Je te souhaite une J'espère. bonne continuation et puis à la prochaine. Salut, Salut! mec.